Journée internationale du migrant, mobilisation des acteurs, tous lancent un cri du cœur au regard de l'ampleur du phénomène. Nous le verrons tout à l'heure. Le grand journal, les actualités internationales, le sport et la revue de la presse. Point de vue, la migration irrégulière. Justement, quelle solution face au phénomène? Rendez-vous avec nos deux intervenants en fin de journal. Aliou Ba est à la technique, bienvenue à tous. Contre la révocation du maire de Dakar, Barthélémy Diaz, les conseillers municipaux de la ville de Dakar se mobilisent. Ils ont saisi les organisations de la société civile pour les élections sur la question. Mobilisation donc des conseillers ce matin lors de l'atelier de partage et de validation des documents stratégiques sur les nouvelles orientations du COSC. Nafissa Toussila. Une tribune parfaite pour s'exprimer. Des membres du conseil municipal de la ville de Dakar n'ont pas hésité à venir montrer leur indignation à l'assistance, le collectif des organisations de la société civile pour les élections. Aïdagnan, son écharpe de maire enfilée, le cœur gros, expose certains faits, entre autres l'état de siège à l'hôtel de ville de Dakar. Il nous a été interdit hier d'accéder à la mairie de la ville de Dakar. Nos droits en tant qu'élus ont été confisqués. Et je pense que jusqu'à présent, nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans une république. Raison pour laquelle il y a un aspect politique où chacun d'entre nous a une position qu'il assume. Mais au-delà de l'aspect politique qu'il y a aussi l'aspect des citoyens et des élus que nous sommes. Le conseil municipal est tout aussi déterminé. Rien ne va freiner leur dynamique. Je ne suis pas juriste, mais je suis citoyenne sénégalaise. Je ne suis pas juriste, mais je suis élu. Et je sais que mes droits, nos droits, en tant qu'élus, ont été confisqués. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus pour vous faire part de cette situation-là. Et pour attendre de vous, je ne dirais pas une réaction, mais déjà l'écoute, c'est déjà une bonne chose. Aujourd'hui, le collectif des organisations de la société civile est interpellé. Le professeur Babacar Gueye, président du POS, soutient leur avoir tendu une oreille attentive et il essaiera de faire le nécessaire. Cet atelier est destiné essentiellement à adopter, à partager, à adopter des documents stratégiques importants pour nous. Donc, tout ce que nous ferons, que nous pourrons faire, nous le ferons vraiment en marche de cet atelier, ce qui fait que nous ne pouvons pas encore nous prononcer. Pour l'heure, le conseil municipal se veut prévenant et il est dans les dispositions de mener à bien toutes ses activités et en toute quiétude dans les locaux de la mairie de Dakar. Mobilisation justement des adjoints au maire pour soutenir Barthélémy Diaz et certains conseillers. Motion de soutien rendue publique ce mercredi. Plus d'une dizaine de signataires. Tous se posent des interrogations sur l'avenir de la gouvernance locale, l'autonomie des collectivités territoriales ou encore la souveraineté des élus. Ces adjoints au maire donc qui dénoncent cette décision aux répercussions profondes sur la gouvernance locale et qui soulève plusieurs interrogations, souligne-t-il dans un communiqué qui nous est parvenu. Midi 4 minutes, la suite du journal avec les chauffeurs de véhicules de transport en commun, communément appelés cars rapides, qui desservent l'axe VDN-Dior. Ils sont en grève depuis hier. Ils dénoncent les tracasseries qu'ils subissent sur ce tronçon avec les gendarmes à cause. Ainsi, plutôt que l'arrestation de certains de leurs camarades, ces conducteurs de cars rapides interpellent les autorités. Dame Ndiaye, le président des chauffeurs de cars rapides VDN Dior, au téléphone avec Eladji Ndiogou. On a problème avec les policiers et les gendarmes. Entre le rond-point de la foire et Djamala, sur la longueur du pont, il y a assez de montage. On ne sait pas comment ça se passe. Si quelqu'un monte et puis l'autre monte, vraiment, on nous prend beaucoup d'argent. Bon, les enfants, par fini, ils sont déroutés. Ils n'arrivent plus à travailler. Parce qu'un jour, tu peux faire ce qu'on appelle du centre, quoi, somme. Tu peux donner à 1000 francs chaque policier. Par fini, ça va devenir quelque chose de 9 000, voire 12 000. Mais un cas rapide qui verse 15 000, si tu as pris sur lui 15 000 francs, bon, il n'y a pas de il n'a pas encore de gasoil, il n'a pas encore autre chose, ça va coûter trop cher. Le problème, c'est avec les policiers ou bien avec les gendarmes? Avec les gendarmes, parce qu'il y a un capitaine là qu'on a sur Saint-Marimba. Donc, il fait ses rotations là-bas avec ses éléments. Donc, c'est lui-même qui nous a causé beaucoup de problèmes. Parce qu'avant, la fois passée, il a arrêté 5 de nos
chauffeur. Donc il les a parfini, il les a transférés au tribunal. On les a gardés quelques jours et puis on les a jugés, on les a laissés. Mais quand même c'était trop dur pour nous. Pour le faire sortir là-bas, c'était difficile pour nous. Et maintenant, jusqu'où vous êtes prêt à aller dans cette grève? Ça dépend maintenant, on écoute l'État. Si l'État est au courant de ça, qu'il nous vienne au secours. Parce qu'on n'a pas rien, nous sommes simples citoyens, donc on ne décide rien. Donc si on nous a aidés à soulager nos problèmes, on reprend notre travail. Oui, une RFM a tenté de joindre la cellule de communication de la gendarmerie sur cette situation, mais sans succès. Je vous l'annonçais, ce nuage de poussière annoncé par la météo, il est là. Une suspension de particules de poussière donc notée à Dakar depuis ce matin, mais également dans plusieurs localités. La visibilité est très réduite et selon la météo, elle sera encore plus dense. Entre demain, jeudi et samedi, c'est à partir de dimanche qu'on peut espérer une nette amélioration. Abdoulaye Diakhaté, ingénieur prévisionniste à l'ANACIM, Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, nous explique. On s'est réveillé avec une suspension de particules de poussière sur une bonne partie du territoire. Donc, on avait envoyé un bulletin météorologie spécial relatif au phénomène de poussière qui a été noté sur le territoire. Ce phénomène est dû au renforcement de vent, donc en termes d'intensité, sur les zones sources de poussière, à savoir le sud de la Mauritanie, le nord du Mali et le sud de l'Algérie. Donc, on a un renforcement des vents de surface qui va soulever de la poussière dans ces différentes zones que je viens de citer. À 600 mètres, donc, on a une circulation des vents, donc, qui sont orientés directement de nord-est avec une intensité forte. Et cette circulation va advecter de la poussière sur tout le territoire. Il faut noter que la poussière démarre aujourd'hui, donc où les visibilités seront plus ou moins réduites, en tout cas sur la partie nord et la partie centre. Mais à partir de demain, jeudi, vendredi jusqu'au samedi, donc on aura une poussière dense en termes d'épaisseur avec des visibilités qui seront beaucoup plus réduites. Et il faut noter qu'à partir de la journée du dimanche, donc on notera vraiment une nette amélioration par rapport à cette suspension de poussière. Pour la journée de lundi, donc les visibilités seront carrément bonnes. Donc la poussière sera carrément évacuée vers la mer. À cela s'ajoute aussi une baisse des températures qui sera notable sur la quasi-totalité du territoire. Les visibilités sont donc réduites. Retour au masque, les personnes du troisième âge prennent les devants. Seydou Nourouba. Une fois dehors et sans masque, impossible d'échapper à la poussière. Les personnes du troisième âge en sont bien conscientes. Il y a trop de poussière, effectivement. Le port de masque devient dès lors obligatoire. Il y a le matin, j'avais acheté un masque que je vais mettre, quoi. C'est pour ça, quoi. Oui, si, c'est vrai. Je vais sortir les moutons, après j'attends, quoi. Pape Ndiaye pense qu'il ne faut pas patiner avec cette poussière. Les autorités ont tendance à fermer les yeux sur certaines trucs, hein, alors que la maladie qui oblige les gens à porter les masques est toujours là. Le Covid est toujours là. Ça n'a pas bougé de nous. C'est pas, le Covid a changé de forme. Mieux vaut de porter leur masque, de porter encore leur masque, afin de se prémunir de cette poussière. La poussière entraîne beaucoup de choses. Cet autre sexagénaire, trouvé devant sa maison, se prépare à attacher ses moutons avant d'aller aussitôt mettre son masque. Il y a le matin, j'avais acheté un masque que je vais mettre, quoi. C'est pour ça, quoi. Oui, si, c'est vrai. Je vais sortir les moutons, après j'attends, quoi. Ce vol de poussière va se poursuivre jusqu'à samedi prochain. Alerter la météo. Il faut donc reprendre le masque. Seydou Nourouba, merci. Le directeur de l'hôpital psychiatrique de Thiaroye qui apporte des précisions après la sortie du président de l'association sénégalaise de suivi des malades mentaux, Ansoumana Dione, qui déplorait la situation dans cette structure sanitaire où les malades sont laissés à eux-mêmes, dit-il. Il n'en est rien. D'après donc le directeur psychiatrique de Thiaroye, Samba Gueye déclare qu'il n'y a jamais eu de malade rejeté dans cet hôpital. Nous l'écoutons avec El Adjunio Goudienne. Nous sommes un établissement public de santé comme tous les autres hôpitaux du Sénégal. Mais nous sommes spécialisés en psychiatrie, ce qui fait de nous la seule référence en matière de psychiatrie au niveau du Sénégal. Maintenant, les gens sont admis ici de manière classique comme on les admet dans tous les hôpitaux du Sénégal. Mais en dehors maintenant de cette admission classique, mais nous avons des spécificités compte tenu de la psychiatrie. Nous avons des spécificités. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les gens, des fois, sont admis par contrainte. Cela veut dire qu'ils sont soit envoyés par l'autorité judiciaire pour demander une expertise du médecin psychiatre,
ou bien lorsque l'autorité administrative, notamment les préfets, ça c'est au terme des dispositions d'une loi de 1975 relative au traitement des maladies mentales. Tous les préfets du Sénégal sont habilités à envoyer à l'hôpital de Thiaroye des malades qui sont dans la rue, qui constituent un danger pour eux-mêmes ou bien pour la société. Et c'est un arrêté d'internement qui est adressé au directeur de l'hôpital que je suis. Et ces malades sont admis d'office. Il n'y a pas d'autre formalité. Les malades maintenant qui sortent sur l'hôpital, qui viennent avec leurs parents par leur volonté, ils sont accompagnés, ils viennent le médecin. Dès la porte, il y a un service d'accueil à la porte et un service de consultation externe. Tous les malades sont vus. Il n'y a pas eu de malades rejetés pour 4 raisons. D'ailleurs, c'est la déontologie professionnelle de médecin ne le permet même pas. Maintenant, le médecin, lui, il est habilité maintenant à indiquer une hospitalisation, que le malade doit être retenu à l'hôpital pour une durée. Il peut aussi indiquer que le malade doit procéder à des soins ambulatoires, c'est-à-dire que le malade par des rendez-vous de 3 à 4 jours, qu'il puisse quitter son domicile et venir à l'hôpital se traiter, ensuite repartir. Ça, c'est du ressort des médecins. Mais il n'y a eu jamais de rejet de malades par l'hôpital de Thiaroye. Nous sommes là pour ça. Il n'y a pas eu de manque de médecins, il n'y a pas eu d'argument pour rejeter un malade. Il n'y en aura pas. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. RFM midi. Ce 18 décembre, journée internationale du migrant, mobilisation des acteurs, tous lancent un cri du cœur au regard de l'ampleur du phénomène. C'est le cas de l'ONG ADA qui renseigne que plus de 80 Sénégalais sont actuellement bloqués au Niger. Ils attendent leur rapatriement. Par ailleurs, 400 autres Sénégalais sont bloqués à Mayotte après le terrible cyclone qui a ravagé l'archipel la semaine dernière. Ils ont eux aussi besoin d'assistance. On fait le point avec Anna Rocha. Au Niger, 42 Sénégalais sont bloqués à Assamaka depuis plus d'1 mois et 41 autres à Agadez depuis 5 mois. C'est entouré des membres de leur famille que le président de l'ONG ADA, Action pour les droits humains et l'amitié, a lancé le cri du cœur. Adam Mbeng. Pour demander à ce que l'État, le président de la République, puisse prendre ses responsabilités et faire revenir ses compatriotes-là. Si le fait de prendre des vols, ce sera un peu difficile, mais de prendre les bus de Dakar Demdik ou bien Sénégal Demdik, de les convoyer pour essayer de faire, de rapatrier ses compatriotes. À Mayotte, ils sont environ 400 Sénégalais à attendre accompagnement et assistance de la part des autorités sénégalaises après les ravages du cyclone. Bloqués là-bas, qui sont dans des conditions extrêmement difficiles. Donc c'est d'appeler l'État du Sénégal de prendre aussi ses responsabilités pour accompagner, pour assister ces compatriotes-là, qui sont sur leur base de données et qui peuvent être assistés. Et malgré toutes les mesures prises jusqu'ici pour freiner le phénomène migratoire, il ne cesse de s'amplifier avec parfois des chiffres records. Cette année, plus de 60 000 migrants ont pu rejoindre les côtes espagnoles, sans compter ceux qui se sont rendus au Nicaragua. Anna Rocha, Mbour, vous le savez, c'est à la limite une plaque tournante de l'émigration irrégulière, une zone de départ privilégiée des candidats. Le drame survenu là-bas au mois de septembre dernier, encore frais dans les mémoires, le chavirement d'une pirogue de migrants qui avait fait une quarantaine de morts. Le chef de l'État sur place avait annoncé plusieurs mesures. Instruction a été même donnée au ministre de l'Intérieur d'installer à Mbour un comité départemental de lutte contre la migration irrégulière, chose faite. Malheureusement, depuis lors, le dit comité est inactif. Aucune réunion n'a été tenue depuis son installation. Ajoutez à cela son inertie sur le terrain. Ndeye Mati Dieng. Une telle réaction de l'État du Sénégal avait été favorisée par la mort d'une quarantaine de personnes dans le chavirement d'une pirogue à Mbour le 8 septembre dernier. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, procède personnellement à l'installation officielle du comité départemental de lutte contre la migration irrégulière. C'était le mardi 1er octobre 2024 sur demande de la société civile. Mais depuis, aucune action concrète n'est posée, regrette Bakary Diémé, membre de la plateforme d'Afodoy et du comité en question. Malheureusement, force est de constater que depuis l'installation de ce comité par le ministre, aujourd'hui, plus de 3 mois après, aucune autre réunion n'a été tenue. Aucune action n'a été menée. Il n'y a même pas de discussion sur ce comité-là. Moi-même qui vous parle, je suis membre de ce comité. Selon ce jeune, ce comité départemental de lutte contre la migration irrégulière reste une nécessité. Loin de ce que pensent certains, les départs de pirogues continuent sur la petite côte. Nous trouvons aujourd'hui que l'État doit encore faire des efforts dans ce sens-là, parce que ce problème de l'immigration irrégulière reste un problème entier et qu'aujourd'hui, le
le principal responsable, nous en tant que jeunes, nous croyons que c'est l'État qui peut résoudre ce problème-là. Parmi les membres du comité départemental de lutte contre la migration irrégulière, il y a le préfet du département, des services déconcentrés de l'État, des représentants des collectivités territoriales, la société civile, des religieux, des acteurs de la pêche et des migrants. Des Matidjeng Mbour, Radio Futur Média. Midi 16 minutes, toute autre chose. Le Haut Conseil du dialogue social qui travaille à l'élaboration d'une convention collective sectorielle dans le domaine de l'agriculture. L'appel à candidature pour la mise en œuvre d'un avant-projet a été déjà lancé. L'objectif est de réglementer le secteur, un pilier important dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Sénégal. Mamadou Lamine Diante, le président du Haut Conseil du dialogue social, s'en explique au micro de Ndeye Matidjeng. Après la signature de la Convention collective nationale interprofessionnelle le 30 décembre 2019, le Conseil s'est assigné comme mission d'aller à l'assaut des secteurs pour leur permettre également de se doter de conventions collectives sectorielles. Pour ce qui concerne l'agriculture, qui est un moteur de développement dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050, nous avons constaté que ce secteur-là, malgré son importance, ne dispose pas de conventions collectives sectorielles. Et c'est pourquoi donc le Conseil du dialogue social a déjà lancé un appel à candidature. Des consultants ont présenté leur candidature. Nous avons procédé à la présélection puis à la sélection et nous avons aujourd'hui retenu un consultant qui doit élaborer un avant-projet de convention collective sectorielle. Maintenant, dans le cadre de cet atelier de renforcement de capacité des acteurs, le Conseil du dialogue social avait déjà signé un partenariat avec l'ONFP, l'Office national de formation professionnelle, depuis 2020, mars 2020, et c'est l'ONFP qui viendra aujourd'hui participer à l'animation donc de cet atelier pour un renforcement de capacité des acteurs. Et nous avons bon espoir qu'au sortir de cet atelier, les partenaires sociaux seront suffisamment outillés pour que, avec l'avant-projet de convention collective qui sera là, ils pourront, dans ce cas-là, s'ils le veulent, dénoncer ce qui était là, à savoir donc les textes réglementaires, pour permettre au ministre en charge du travail, selon l'article L85 du Code du travail, de mettre en place une commission mixte paritaire pour engager la négociation collective devant aboutir à la signature de la convention collective sectorielle. Mamadou Lamine Diante, le président du Haut Conseil du dialogue social après Mbour, direction Kaolack à Medina Baye, où les talibés et les descendants de Cheikh Al Ibrahim Niass appellent à la modernisation de l'Institut islamique El Hadj Abdoulaye Niass, un établissement coranique de renommée internationale qui aujourd'hui fait face à la vétusté de ses infrastructures et aux inondations. Fatoumbo. La modernisation de l'Institut islamique El Hadj Abdoulaye Niass de Medina Baye est une doléance portée par les descendants du Cheikh Al Ibrahim Niass. Le directeur Cheikh Mounhamina Cheikh Ibrahim souligne l'état de vétusté de certains bâtiments ainsi que d'autres défis auxquels l'Institut est confronté. Nous voulons vraiment la modernisation de l'Institut. Il y avait un internat à côté, mais ça ne peut plus contenir des élèves parce que le bâtiment est vétuste. L'autre problème principal, c'est l'inondation de ce lieu. Nous rencontrons d'énormes difficultés à cause de cela. L'État doit faire quelque chose ou bien les bonnes volontés. Cet établissement islamique reconnu à l'international constitue une fierté, selon le président du conseil départemental Ahmed Youssouf Benzeloun. Ce dernier invite les nouvelles autorités à accorder une attention particulière à cet institut. Nous profitons de cette occasion pour demander au nouveau régime. Donc c'est une école qui mérite d'être soutenue. C'est une école internationale. L'enseignement est de qualité. Beaucoup d'érudits du Sénégal, mais également du continent sont formés dans cette école. Aider, appuyer cette infrastructure. Le directeur de l'institut appelle également les anciens pensionnaires à revenir au royaume de leur enfance pour contribuer au développement des écoles coraniques au Sénégal. Les anciens pensionnaires doivent réagir face à cette situation, mais pas attendre notre interpellation pour pouvoir faire quelque chose et rendre hommage à Baye Niass. Les écoles coraniques, notamment cet institut, doivent avoir un nouveau visage pour améliorer l'apprentissage. Dans cette dynamique de modernisation, le conseil départemental de Kaolack a équipé l'institut d'une salle informatique, une initiative visant à améliorer la qualité de l'apprentissage des élèves et à répondre aux exigences de l'éducation moderne. Fatoubo Kaolack, Radio Futur Média. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Nous reparlons de la révocation de Barthélémy Diaz de la mairie de Dakar. Vous l'avez certainement constaté, le silence de certains de ses alliés de la coalition Sàmm Sa Kàddu. Nous avons donné la parole à des analystes politiques sur justement ce silence-là. Ils pensent que ça a été tout simplement une alliance contre nature. Koumba Sandiane Faye.
Et les choses se passent comme si Barthélémy Diaz n'était pas tête de liste d'une coalition pas si longtemps à des élections. Une alliance de circonstances non sincère qui ne s'était reposée que sur les législatives, ainsi qualifie Dr Demba Gueye le compagnonnage entre Barthélémy Diaz, Anta Babacar, Cheikh Tidiane Youm du Parti Pur ou encore Pape Djibril Fall. C'est ce qui expliquerait le mutisme de ces derniers sur la radiation ainsi que la révocation de la tête de liste de leur coalition. Demba Gueye, analyste politique. Aujourd'hui, il se prend pour l'opposant numéro 1 au Sénégal, avec ses ambitions très claires. Barthélémy Diaz, ses ambitions, c'est être président de la République du Sénégal. C'est être l'opposant numéro 1, comme je vous l'ai dit. Et compte de ce fait, les autres leaders se méfient de lui. La politique, c'est aussi ça. La politique, c'est en tout cas tracer son terrain, garder ses propres intérêts, avancer. Moi, je pense que c'est la raison principale pour laquelle les autres leaders commencent à prendre leur distance par rapport à Barthélémy Diaz. C'est la suite logique du parcours de la trajectoire de ceux-là qui se partageaient. La coalition Sams Kaddu, c'est le regard du journaliste analyste Bachir Fofana. La tendance favorable à Khalifa Sall a préféré aller répondre à ce dialogue pendant que le reste de l'opposition disait que ne pas être concerné par celui-ci. Donc la cassure est arrivée là-bas. On se rappelle que Tahaou Sénégal avait été exclu du Yewwi Askan Wi et donc aujourd'hui c'est ce qui se poursuit jusqu'à présent. Donc mais par contre, ce qu'il faut peut-être déplorer, c'est le fait que les principes étant les mêmes, les dénonciations étant les mêmes, ça ne doit pas se faire à la tête du client. Que Barthélémy Diaz soit avec eux ou pas, toute forfaiture devrait être dénoncée comme ils l'ont dénoncé par le passé, les forfaitures faites à d'autres acteurs de l'opposition. Barthélémy Diaz de Sams Kaddu, redevenu si vite Barthélémy Diaz de Tahaou, depuis sa radiation de son mandat de député, suivi du second sort, révocation de son siège de conseiller municipal. Le député maire déchu semble être seul avec Tahaou dans ce combat, même si certains opposants se sont manifestés. Ses ex-alliés, devenus tous députés, semblent déjà lui tourner le dos face à cette bataille politico-judiciaire. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Déthié. Merci Barthélémy Ngom. Violence au Sahel, plus de 3000 victimes entre juillet et novembre. C'est ce que révèle un rapport du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel lu par APA News, lequel décrit une situation sécuritaire marquée par la présence persistante de groupes terroristes qui poursuivent leurs attaques meurtrières. Cheikh Tidiane Diagne. Au Burkina Faso, le bilan des victimes s'élève à 1535, un chiffre comparable à celui de l'année précédente. Le rapport fait état de plusieurs attaques majeures, dont celle du 9 août à Nassougou qui a tué 148 personnes, suivi d'un attentat à Barcelogo le 24 août dernier, faisant 200 morts, ainsi que des frappes coordonnées le 30 août qui ont ciblé plusieurs sites, dont une base de défense civile à Barga, tuant 13 personnes. Au Mali, la situation demeure tendue avec des attaques sporadiques mais meurtrières menées par le GSIM et le cadre stratégique permanent pour la défense du peuple de l'Azawad, devenu depuis début décembre le Front de libération de l'Azawad. Les violences ont fait 1190 victimes, dont une vingtaine lors d'une offensive contre Dembo près de Bankas le 21 juillet. Une attaque à Bamako le 17 septembre a causé d'importants dégâts à l'aéroport et une école de gendarmerie à Faladier. Le Niger a déploré 467 victimes entre juillet et octobre, avec une recrudescence de la violence en septembre, notamment à Tillabéri où plusieurs militaires ont perdu la vie. Le Bénin et le Togo ont aussi été touchés par les attaques du GSIM, faisant des victimes parmi les forces de sécurité. L'UNOAS souligne également que la situation dans le bassin du lac du Tchad reste préoccupante en raison de l'usage d'engins explosifs improvisés et des attentats suicides. Toutefois, des progrès ont été réalisés grâce à la coopération renforcée entre les pays de la région, marquée par la signature d'accords bilatéraux pour contrer le terrorisme et améliorer la sécurité. Le rapport évoque par ailleurs plusieurs saisies de drogue, dont une de 2 tonnes 600 de cocaïne à Bissau, et note une réduction de la piraterie maritime dans le golfe de Guinée, avec seulement une tentative de vol signalée. Le bureau du procureur de la Cour pénale internationale ne va pas faire appel dans l'affaire Al-Hassan Ag Abdul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, annonce faite hier
En novembre dernier, Al-Hassan a été condamné à 10 ans de prison pour des crimes de guerre et contre l'humanité, mais acquitté de plusieurs accusations de crimes sexuels en raison d'un manque de preuves. Ancien chef de la police islamique de Tombouctou au Mali, il avait instauré un régime de terreur entre 2012 et 2013 durant l'occupation des villes du nord Mali par des groupes djihadistes liés à AQMI. L'incendie à Kaloum, à Conakry en Guinée, cela fait 1 an aujourd'hui. C'est dans la nuit du 17 au 18 novembre 2023. Un gigantesque dépôt de carburant avait pris feu, provoquant la mort de plus de 20 personnes et plus de 200 blessés et causant d'importants dégâts matériels. On a après, la société civile déplore l'absence d'informations sur l'enquête promise par les autorités. Un important trafic de drogue déjoué à l'aéroport de Bandiou. Il implique un ressortissant gambien résidant en Allemagne qui transportait près de 50 000 pilules d'ecstasy. Il a été intercepté hier à son arrivée à l'aéroport. Il voyageait à bord d'un vol SN Bruxelles en provenance de Bruxelles. Selon un communiqué de l'agence gambienne de lutte contre la drogue, le suspect est en garde à vue et les investigations se poursuivent pour déterminer l'origine et la destination finale de la drogue. Au Ghana, la Cour suprême qui valide une loi LGBT+. Elle a rejeté ce matin 2 recours s'opposant à cette loi adoptée par les députés fin février et qui restreint drastiquement les droits de cette communauté dans le pays. La loi qui va entrer en vigueur après sa ratification par le président de la République prévoit jusqu'à 3 ans d'emprisonnement pour une personne se livrant à des activités LGBT+, et une peine de prison allant de 5 à 10 ans pour celles impliquées dans la promotion de l'homosexualité. La République démocratique du Congo, pour terminer, le naufrage d'un bateau sur le fleuve Congo fait au moins 22 morts. Le bateau transportait une centaine de passagers lorsqu'il a coulé hier dans la province de Maïndombe dans l'ouest du pays. Parmi les victimes figurent 15 femmes, 5 hommes et 2 enfants. Merci Georges Déthié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, la migration irrégulière, quelle solution face au phénomène? Pour en parler, nous serons avec Souleymane Aliou Diallo, le président de l'ONG Otra Africa, et Marie-Louise Ndiaye, journaliste sénégalaise basée en Espagne, spécialiste des questions de migration. RFM Sport. Bonjour Malal Diagne Junior. Bonjour Barthélémy. Nous parlons d'abord du CHAN 2025. Le Sénégal va affronter le Libéria pour la qualification. En double confrontation, donc à l'aller comme au retour, les deux équipes vont se disputer le ticket qualificatif pour aller au CHAN. Le Sénégal qui va donc publier la liste des joueurs retenus pour cette préparation dans l'après-midi, mais déjà la préparation a démarré. Sur le camp pour plus d'informations. Le Sénégal entame la défense de son titre avec ce dernier tour qualificatif au CHAN. Après plusieurs stages de préparation, le sélectionneur souligne que tout est fin prêt pour démarrer de la plus belle des manières. Souleymane Diallo. Dans l'ensemble, la préparation se passe dans d'excellentes conditions. On est à 4 jours effectivement du match. Les garçons sont dans de très très bonnes conditions. On a reçu hier les 3 jours du Jaraaf. L'état d'esprit est très très bien. Les garçons sont conscients effectivement de l'enjeu du match. Je pense que dans l'ensemble, ça va très 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 bien. On va se focaliser sur nos atouts et pourquoi pas exploiter les faiblesses de l'adversaire. Les Lions locaux vont rallier ce jeudi Monrovia pour la manche aller prévue le 22 décembre. Le sélectionneur estime que l'adversaire, le Libéria, a été bien étudié. Oui, sinon on a une petite idée de l'adversaire. Hormis le déplacement que j'ai effectué au Libéria pour suivre leur match, effectivement on est en train de travailler sur les vidéos. On a travaillé sur leur animation défensive hier. Et vendredi, nous allons travailler sur leur animation offensive. Et puis, en fonction de ça, nous essayons de travailler pour mettre en place un plan de jeu pour pouvoir aborder ce match-là dans d'excellentes conditions. Donc, on a une petite idée de l'effectif du groupe et de leur façon de jouer. La manche retour va se jouer le 28 décembre au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Une liste de 21 joueurs va rallier Monrovia pour ce match aller. Des joueurs locaux composent cette liste puisque la CAF n'a pas confirmé la participation des joueurs évoluant dans les championnats africains hors de leur pays.
Oui, Malal, ça joue également en Europe, c'est ça? Avec d'abord la France, la 16e journée. Ce soir, l'AS Monaco de Lamine Camara, meilleur jeune joueur africain de l'année qui reçoit le Paris Saint-Germain. En Angleterre, on joue les quarts de finale de la Cup avec Arsenal de Mohamed Ndiaye qui reçoit Crystal Palace de Ismaïla Sarr. Brentford va défier les Magpies de Newcastle. Southampton joue contre l'équipe de Liverpool de Mo Salah. En Espagne, Villarreal joue contre l'équipe de Rayo Vallecano. Valence va se déplacer sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone. En Italie, on joue les huitièmes de finale de la Coupe italienne. Atalanta de Bergame joue contre Cesena. La Sampdoria de Gênes défie l'AS Roma. Et on termine avec cette rencontre qui va opposer le Real de Madrid de l'Espagne à l'équipe de Pachuca du Mexique. C'est l'affiche de la finale intercontinentale qui va se jouer ce soir à Doha, au Qatar. Merci, Malal Diagne Junior, 12h30. RFM, presse du jour. Et on retrouve Georges Déthié Diop. Dorgueil arrêté en France. L'homme d'affaires a été interpellé par Interpol suite à un mandat d'arrêt international émis contre lui, souligne l'Observateur. Selon l'Obs, il a été cueilli sur les Champs-Élysées. Devant le Fouquet's, précise Libération. Selon le journal, il a été présenté au parquet général hier et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter la France. L'Observateur indique que sa procédure d'extradition est enclenchée. L'Obs et Libération rapportent qu'il a été assisté par l'avocat Seydou Diagne. Les avocats de Barthélémy Diaz, eux, ont déposé leur recours devant le Conseil constitutionnel. Recours aux fins d'annulation de la radiation de Barthélémy Diaz de l'Assemblée nationale. Les Échos indiquent que ces avocats listent les textes violés. Selon eux, la déchéance doit être constatée par les 7 sages et non par le ministre de la Justice. Ils précisent que c'est le jugement du 17 février 2017 qui constitue la condamnation définitive et non l'arrêt du 21 septembre 2022. Et la période d'inéligibilité de Barthélémy Diaz a expiré le 17 novembre 2022. Toujours sur l'affaire Barthélémy Diaz, mais cette fois-ci sa révocation à la ville de Dakar, Tribune se fait l'écho du communiqué de la police qui dément un supposé blocage des activités de Barthélémy Diaz. Selon le journal, elle dément avoir bloqué Barthélémy Diaz, encore moins les conseillers municipaux. Selon la police, le déploiement du dispositif rentre dans le cadre normal de l'exécution de sa mission de sécurisation. Tribune rapporte que le conseil municipal, en revanche, bat en brèche les propos de la police et martèle que les accès à l'hôtel de ville de Dakar ont bel et bien été bloqués par les forces de l'ordre. Un fait incontestable selon le bureau municipal qui convoque les images et vidéos largement diffusées sur les réseaux sociaux. Le conseil municipal qui, selon Source A, a convoqué une réunion demain jeudi pour procéder à l'installation du conseiller municipal. Ainsi, Walf Quotidien affirme que le conseil municipal entre en action. En attendant, l'avenir de Barthélémy Diaz fait débat. Enquête consacre un dossier au sujet. Renaître ou périr entre victoire électorale, lutte judiciaire et ambition renouvelée, un leader contesté dans un paysage politique en mutation. L'affaire Ndiaga Diouf, une ombre persistante sur une carrière marquée par la résilience. Dossier à lire à la page 3 du journal Enquête. Le quotidien, lui, s'intéresse à la campagne de commercialisation de l'arachide. Une campagne pas huilée, selon mon confrère. Faible taux de collecte à travers le territoire. Les opérateurs, selon le journal, se plaignent d'un déficit de financement. Un coup d'œil dans le journal Source A. Le journal évoque l'introduction de l'anglais au primaire dès janvier 2025, mais relève déjà des fausses notes. Le programme d'introduction de l'anglais au cycle primaire comporte des vices de forme liés notamment au défaut d'indemnité compensatoire qui doit combler la charge de travail des enseignants sélectionnés pour dispenser les cours dans la langue de Shakespeare dès janvier. Selon Boubacar Barissène, interrogé par Source A, un des 510 enseignants sélectionnés à travers le territoire national pour ce programme inédit, le ministre veut les faire travailler gratuitement. Le journal Source A qui fait par ailleurs focus sur les viols, pédophilie et détournement de mineurs portés sur un maître coranique par des jeunes filles. Déclaration glaçante des victimes à lire dans Source A. Sport pour boucler, le journal Record met en lumière l'attaquant des Lions Ismaïla Sarr. Le prétexte, le match Arsenal Crystal Palace prévu cet après-midi à 19h30. ISO pour allumer les Gunners, s'exclame mon confrère. À vos kiosques et bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ?
Merci Georges Déthié-Diop. Nous en venons maintenant à point de vue, la migration irrégulière. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale du migrant. Quelle solution face au phénomène? Pour en parler, nous sommes avec Souleymane Aliou Diallo. Monsieur Diallo, bonjour. Oui, bonjour Barthélémy. Merci, vous êtes le président de l'ONG Otra Africa. Nous devons être également en ligne avec Marie-Louise Ndiaye, journaliste sénégalaise basée en Espagne, spécialiste des questions de migration. Elle n'est pas encore en ligne. Je vous laisse la parole donc Souleymane Aliou Diallo, le président de l'ONG Otra Africa. On reparle du phénomène de la migration irrégulière. Aujourd'hui, la journée internationale du migrant. Mais d'emblée, le constat, c'est que ces dernières années, on a noté une hausse du phénomène, l'ampleur du phénomène inquiète de plus en plus. Qu'est-ce qui, selon vous, justifie un peu cette tendance? Bon, vous me permettez avant tout de saluer vos auditeurs et de saluer Marie-Louise que je connais, que j'ai rencontrée à Las Palmas dans le cadre de la migration irrégulière, qui est en train de faire des recueils de données très importantes sur lesquelles à l'avenir nous aurons à exploiter. Effectivement, ces 3 dernières années, voire même 5 dernières années, on a constaté vraiment la recrudescence de la migration irrégulière, malgré beaucoup de fonds, beaucoup de programmes investis pour stopper cette migration. Ce qu'il faut reconnaître et l'admettre, c'est qu'il y a une tendance et il y a une volonté de la jeunesse sénégalaise et particulièrement, généralement africaine, qui veulent migrer vers l'Europe, puisqu'ils pensent que c'est l'Eldorado. Également, les d'accompagnement, parfois, effectivement, qui sont structurels, ne répondent pas à l'attente des jeunes. Je donnerai l'exemple. Oui, parce qu'il y en a qui pensent que c'est lié plutôt à un échec des politiques publiques. Mais effectivement, c'est-à-dire aujourd'hui, moi, ce que je mets sur la table est que cette volonté de migrer n'est pas réellement accompagnée par nos politiques publiques. On a tendance aujourd'hui, nous avons une politique vraiment restrictive par rapport à la mobilité de la jeunesse. Nos partenaires au développement ne facilitent pas le voyage de nos jeunes. Également, nos jeunes ne sont pas préparés à voyager, puisque parfois il y a quelque chose qui est vraiment erroné par rapport à la demande de comment nous devons partir. Nos jeunes ne savent pas comment ils veulent partir. À la demande de visa, parfois, il y en a certains qui demandent un visa touriste pour un visa professionnel, pour un visa de travail. C'est dans ce contexte que les jeunes aujourd'hui ont désespoir d'avoir vraiment un visa pour voyager. Donc, tout le mécanisme. Et au Sénégal, aujourd'hui, quels sont vraiment les instruments qui sont mis par l'État pour accompagner un jeune qui veut vraiment migrer? Puisqu'on a tendance à accompagner les Sénégalais de l'extérieur, il y a tout un dispositif, il y a la direction générale, il y a la direction des affaires judiciaires et consulaires du ministère des Affaires étrangères, il y a le secrétariat d'État des Sénégalais de l'extérieur, la direction générale des Sénégalais de l'extérieur. Tout ça s'occupe de la vie des Sénégalais de l'extérieur. Ils ont déjà de la planche pour s'occuper de ces préoccupations qui est énorme, qui n'arrive pas, à répondre. Pour vous, en quelques mots, avant de donner la parole à Marie-Louise Ndiaye, elle nous a rejoint. Pour vous, en résumé, le gouvernement sénégalais devrait adopter une approche beaucoup plus globale dans la lutte contre le phénomène. Au-delà de la lutte même, il faudrait qu'on prenne en charge la demande de la migration à travers une agence nationale de la migration. Puisque aujourd'hui, c'est dans ce contexte qu'on peut vraiment avoir une cartographie de la migration, former nos jeunes, savoir dans le cadre des programmes aujourd'hui structurels, les 3 FPT qui font un excellent travail de formation, qui le versent dans le marché de l'emploi, qu'on sait qui leur former, savoir aussi que les jeunes qui sont partis, comment ils sont partis, où ils sont, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, quand est-ce qu'ils vont revenir dans le cadre de la migration circulaire. Et savoir aussi qui part, quel est le profit qui quitte? Effectivement, il faut qu'on prépare nos jeunes. Et également, dans le cadre de la migration circulaire, pour être vrai, pour dire la réalité des choses, l'Europe a besoin de notre main-d'œuvre. Mais les restrictions de visa sont accompagnées par rapport à qui part, quand il part, comment il part et il va vers qui. Donc il faut surtout insister sur la migration régulière. On comprend, Monsieur Diallo. Je reviens à vous tout à l'heure, Souleymane Aliou Diallo. Marie-Louise Ndiaye est en ligne. Marie-Louise, bonjour. Bonjour.
Journaliste sénégalaise basée en Espagne, spécialiste des questions de migration. Vous travaillez sur le phénomène depuis maintenant quelques années. Allez, dites-nous d'abord, Marie-Louise, qu'est-ce que vous avez comme données par rapport aux arrivées? Bon, par rapport, bonjour Bart, bonjour à tous les auditeurs de la RFM. Par rapport aux données sénégalaises, ce serait très compliqué de donner des données, parce que comme j'ai l'habitude de dire, les données qui viennent en Espagne, on nous dit des données africaines. Donc ce sont des Africains qui viennent et qui migrent. Maintenant, il y a des Sénégalais qui viennent, beaucoup de Sénégalais qui viennent via les pirogues et tout. Mais pour donner des données exactes par rapport aux chiffres sénégalais en 2024, on ne les a pas encore, on ne peut pas avancer sur ça. Mais il faut, on a constaté un fait, parce qu'en 2023, la majorité des pirogues qui venaient en 2023, on disait que 90% des migrants venaient du Sénégal. Et actuellement, il faut dire que la tendance a changé et la majorité des pirogues qui viennent de la Mauritanie et des autres localités. Il y a des pirogues qui viennent du Sénégal, oui, mais les autorités ont réussi quelque chose. Ils ont réussi à un peu surveiller les frontières, empêcher les départs fréquents de migrants des côtes sénégalaises. Donc, c'est un constat que l'on a fait, même si les Sénégalais continuent à venir, parce qu'ils s'ils n'arrivent pas à quitter du Sénégal, ils quittent de la Mauritanie, du Maroc et des autres côtes qui permettent à ces migrants-là de migrer. D'accord. Donc, vous avez certainement eu à échanger avec des candidats qui sont bien arrivés en Espagne. De façon générale, d'habitude, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qui motive un peu cette volonté de vouloir coûte que coûte rejoindre l'Europe? Le manque d'espoir, Barthélémy. Parce que moi, j'ai l'habitude de parler. J'ai parlé à des migrants à des jeunes qui sont au Sénégal. J'ai parlé aussi à des migrants qui sont arrivés sur les côtes espagnoles. Parce que je pense qu'il y a un an, quand j'ai démissionné du groupe Futur Média, c'était pour cela. C'était pour avoir des témoignages par des faits réels. Il fallait en parler, montrer la réalité de la migration. Et il fallait montrer cette réalité-là en étant sur le terrain. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec le film documentaire que j'ai réalisé et dont le premier jet est sorti. Donc j'ai parlé à des jeunes ici au Sénégal et ils me disent que certes on a un travail, mais ce travail-là nous permet juste de survivre. Vous voyez un peu? C'est un travail que tu fais depuis 10 ans. Il ne permet même pas de réaliser quelque chose de concret. Oui. Alors, à quoi bon faire ce travail-là? Au même moment, il y a un jeune qui est parti il y a 2 ans, 3 ans. Il part par les pirogues, il réussit à construire une maison, à avoir quelque chose de concret. Là, ça incite ces jeunes-là qui sont au Sénégal à partir. Et une fois arrivés sur les îles Canaries, la réalité est autre, j'ai l'habitude de le dire. Parce que eux là, ils pensent qu'une fois sur place, après 1 an, 2 ans, tu peux te réaliser. Ce n'est pas le cas. En général, il y a certains qui sont un peu déçus, mais voilà, ils tapent la réalité du terrain et s'adaptent. Maintenant, la réalité est que eux aussi, ils te disent que si je suis venu ici, c'est pour pouvoir me réaliser, c'est pour pouvoir réaliser quelque chose de ma vie. Parce que chez moi, peut-être que j'avais un travail, mais je ne pouvais pas faire grand-chose de ce travail-là. Et tout à l'heure, vous parliez du profil. Le profil, ce n'est plus seulement le profil de la pauvreté. C'est tout le monde qui vient maintenant. Tu vois quelqu'un qui a un travail, qui a un salaire de 200 000 et autres, mais il laisse ce travail-là au Sénégal pour venir. Parce que tu dis que, voilà, si j'ai un salaire de 200 000, je ne peux pas payer toutes les charges que j'ai. Je survis seulement avec le salaire que j'ai. Donc c'est un profil qui a un peu changé. Ce n'est plus seulement celui qui se disait pauvre qui vient, mais aujourd'hui tu vois quelqu'un qui a un travail, qui laisse son travail au Sénégal, qui vient parce qu'il ne peut pas vivre normalement au Sénégal. Il ne peut pas réaliser quelque chose de concret au Sénégal. Donc il y a des étudiants aussi qui viennent, il y a des femmes qui viennent, il y a des enfants qui viennent. Donc c'est un profil qui est un peu mitigé. Et voir quoi qu'on dise, même si les autorités sénégalaises réussissent à un peu arrêter les migrants au départ, les départs de pirogues, les Sénégalais continuent à venir. Et je pense que ce que j'ai l'habitude de dire, si tu empêches quelqu'un de partir, il faut lui donner du travail, il faut lui donner de l'espoir. Effectivement. Et c'est le rôle aujourd'hui que devrait, c'est cette protection que devraient faire ces autorités sénégalaises-là. Et ils ont réussi à un peu empêcher les pirogues de partir en masse du côté sénégalais. Maintenant, il faut leur donner de l'espoir. Leur donner de l'espoir, c'est leur donner du travail. Et surtout, Marie-Louise, un travail décent, un travail
travail décent. Merci beaucoup Marie-Louise, je reviens à vous tout à l'heure. Souleymane Aliou Diallo, Marie-Louise l'a dit, le désespoir des jeunes qui ne parviennent plus à vivre correctement. Comment faire pour redonner espoir à cette jeunesse? Puisque Marie-Louise l'a dit, il y a des travailleurs qui ont l'habitude ou qui ont tendance à abandonner leur boulot pour s'aventurer dans des pirogues. Est-ce que là aussi c'est un problème qui interpelle directement l'État par rapport à la prise en charge, au traitement des travailleurs? Bon, je pense que, comme je l'ai si bien dit, Marie-Louise, on s'est rencontrés à Las Palmas. Effectivement, je confirme vraiment les propos qu'elle tienne. Nous sommes en phase et je pense que l'ensemble des acteurs, aujourd'hui, nous constatons un désespoir. C'est pas parce qu'il n'y a pas de travail, mais le travail décent, bien rémunéré, mais également les conditions de vie des populations doivent être améliorées. La répartition équitable de nos richesses, que les jeunes se sentent vraiment dans les politiques publiques. Ça, il est très important. Mais il y a d'autres, il changeait également les paradigmes de sensibilisation. Nous parlons toujours de la migration irrégulière, nous parlons toujours des drames en mer, mais nous ne parlons pas également de l'autre facette de la migration, c'est-à-dire il y a des perspectives, il y a d'autres possibilités d'émigrer et que c'est là où l'État doit accompagner, sensibiliser et informer les jeunes de ne pas prendre la mer, mais si on ne prend pas la mer, voilà aujourd'hui les alternatives et que ces alternatives se fassent d'une façon très transparente, très ouverte, très équitable et que les jeunes se sentent vraiment qu'il y a un projet. Aujourd'hui, migrer doit être un projet, accompagner nos jeunes, c'est-à-dire la restriction pour leur dire non, il y a la marine, il y a Frontex, on ne peut pas voyager, tout le monde ne peut pas partir, mais on peut ouvrir des perspectives, former les jeunes. Quelqu'un qui va partir, on l'oriente vers une agence qui prend en charge sa demande, qui l'accompagne par rapport au pays des destinations, la langue, les outils, la culture. Au bout d'un an, la personne est rassurée qu'il y a des possibilités de partir. Autre chose sur laquelle aujourd'hui il faut vraiment sensibiliser. À Las Palmas, récemment j'ai vu des situations de nos jeunes filles dans des situations vraiment qui font honte, qui font peur, des jeunes filles presque des mineurs. J'en ai vu une qui était en état vraiment avancé. Ça donne frisson. Et quand je lui ai demandé pourquoi tu es venu à un moment donné, elle ne savait même plus les raisons pour lesquelles. Elle pensait que l'Europe c'était l'Eldorado, c'était la belle vie. Elle est en état enceinte très 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 avancée. Et que ce qui est sûr, c'est que ses parents ne savent pas. Il ne suffit pas tout simplement de réussir à partir, mais partir pour quoi faire après? Pourquoi faire? Et énormément de nos jeunes, aujourd'hui de nos jeunes, surtout les mineurs sont dans les centres des centres d'accueil, mais ne font absolument rien puisqu'ils n'ont pas la documentation nécessaire pour aller se former, pour aller travailler. L'Espagne est en train de faire l'effort de régulariser massivement certains migrants, mais qui sont dans ces conditions, qui remplissent ces conditions d'être régularisés. Ouais. Donc voilà tout à l'heure ce que je disais, il faudrait que l'État puisse prendre ses responsabilités, donner l'espoir à nos jeunes, accompagner ceux qui veulent partir dans un cadre d'une migration sûre, légale et contrôlée pour répondre aux objectifs de l'OND. Merci beaucoup Souleymane Aliou Diallo. On vous retrouve tout à l'heure dans le 13h, président de l'ONG Otra Africa. Marie-Louise Ndiaye, je termine avec vous. Vous avez peut-être la responsabilité incombe à l'État du Sénégal à travers une bonne politique d'emploi. Aujourd'hui, justement, sur quel levier l'État doit appuyer pour essayer de maîtriser un peu la situation? D'accord. Vous savez, par rapport à la migration, j'ai l'habitude de dire c'est l'interdit qui fait rêver. Les jeunes, ils ne savent pas ce qu'il y a en Europe, c'est pour cela ils s'entêtent à partir. Mais je pense qu'il y a une formule, une trouvaille qu'ils ont trouvée avec l'immigration circulaire. Et c'est une bonne idée. L'immigration circulaire, ça, si c'est bien encadré, c'est bien, parce que ça permet déjà aux jeunes à partir, à voir la réalité, à travailler durant 9 mois selon le profil qu'ils ont et à revenir chez eux. Là, ça leur permet de savoir la réalité de l'Europe et ils savent ce qu'il y a en Europe et ils savent que c'est pas ce qui est toujours dit, c'est pas l'Eldorado. Maintenant, l'immigration circulaire, il faudra protéger, il faudra mettre les bons profils là où il faut et voilà, parce que tu peux pas prendre quelqu'un qui n'a jamais manié la terre, tu l'amènes dans des champs et il sait même pas comment travailler la terre. Cette personne-là, elle va essayer de s'enfuir ou bien elle va toujours résigner parce qu'on a eu des cas à Albacete, des gens qui ont fui, des gens qui étaient dans des conditions anormales et aussi... C'est-à-dire avoir aussi le minimum de bagages professionnels.
Voilà, parce qu'un agriculteur, si tu l'amènes dans un champ, il saura quoi faire. Mais quand tu prends un journaliste, tu l'amènes dans un champ, ce journaliste-là ne saura pas comment manier ces terres-là. Donc, il faut les bons profils là où il faut et où il faut. Donc, je pense qu'avec l'immigration circulaire, on peut régler beaucoup de choses par rapport à cette immigration-là. Et il faut aussi une bonne formation des jeunes. Parce que les jeunes là qui sont au Sénégal, tu les gardes au Sénégal, comme je disais tout à l'heure, il faut leur donner un espoir. Leur donner un espoir, c'est leur donner une bonne formation qui leur permettra de travailler chez eux. C'est aussi, au lieu de financer tout, donc la surveillance des côtes, parce qu'on ne peut pas surveiller toutes les côtes, c'est impossible, le Sénégal ne le peut pas, aucun pays ne le peut, les pays européens ne peuvent pas surveiller toutes les côtes. Au lieu de financer tout cela dans la surveillance des côtes, il faut financer dans de bons projets qui permettront à ces jeunes-là de pouvoir travailler chez eux et de se dire qu'on peut réussir chez soi, on n'a pas besoin d'aller en Europe pour réussir. Et je pense que c'est cette fibre patriotique qu'il faut réveiller chez les jeunes Sénégalais. Il faut aussi réveiller cette fibre, leur permettre aussi de réaliser leurs rêves, leurs projets. Et je pense qu'en faisant cela, ils pourront réussir. Le domaine de la pêche aussi, je pense qu'aujourd'hui, il y a eu un impact qui a eu lieu. Je travaille sur ça, c'est pas encore sorti, mais par rapport aux licences de pêche, les licences de pêche qui ont été la fin de ces licences de pêche, actuellement les pêcheurs commencent à avoir des poissons qu'ils ne voyaient pas depuis des années. Maintenant, avant, ce sont ces pêcheurs-là qui n'avaient pas besoin d'aller en Europe pour se faire. Ils gagnaient leur vie bien avec la pêche. Mais ce sont ces pêcheurs-là qui prennent les pirogues pour migrer parce que la pêche ne rapporte plus ce qu'elle rapporte. Le mal est profond. Le mal est profond et je pense que il faut redistribuer les licences, permettre à ces pêcheurs-là d'avoir des licences et que chacun, même s'il y a des licences qui sont données à des pêcheurs, à des bateaux européens, que ces bateaux européens restent sur leur place et les bateaux sénégalais aussi pourront rester à leur place et chacun pourra y trouver son compte. Merci Marie-Louise Ndiaye, journaliste sénégalaise basée en Espagne, spécialiste des questions de migration. Merci également à Souleymane Alioune Diallo, président de l'ONG Autre Africa. Le mal est profond, il faut donc encourager les jeunes, redonner espoir à cette jeunesse. Il y a plusieurs centres de formation professionnelle au Sénégal, aux jeunes de se rapprocher justement de ces structures de formation professionnelle, ne serait-ce que pour avoir le background nécessaire. Merci. On vous retrouve tous les deux donc dans le journal de 13h qui vous sera présenté dans moins de 8 minutes par Fama Dione. Bonne suite de programme, mesdames, messieurs. C'était le midi présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde à Liuba, réalisation Eladji Ndiogou, chef d'édition Awa Mbaye.